Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Des poisons, des venins et des filtres douteux, voilà ce que Franck Ferrand nous sert cet après-midi. Bon appétit sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'idée nous a été inspirée par l'exposition Vénénum, un monde empoisonné. Exposition qui se tient en ce moment et jusqu'au 7 janvier prochain au musée des Confluences. Ce musée des Confluences à Lyon, bien sûr. La responsable du projet, Carole Million, sera notre invitée dès 15h. Et pour commencer, c'est la plus célèbre affaire d'empoisonneuse de notre histoire que vous allez nous proposer. Oui, l'affaire des poisons. Ce nébuleux trafic de substances dangereuses impliquant de hauts personnages et qui devait jeter à terme une ombre sur le règne de Louis XIV. Agnès Valk, qui a démêlé tous les fils de cette terrible affaire, sera mon invitée juste après le récit. Je préfère vous prévenir, âmes inquiètes, s'abstenir. Oh là là. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vendredi 17 juillet 1676, la place de Grève à Paris est noire de monde. Un échafaud a été dressé. On est habitué, c'est évidemment place de Grève qu'ont lieu les exécutions publiques. Et voilà une femme vêtue d'une chemise blanche de condamnée. Elle monte la petite échelle des condamnés, elle se met à genoux. On lui a coupé les cheveux, le bourreau lui découvre les épaules, on lui bande les yeux, elle récite quelques prières, il est 8h, un bruit sourd, la grande épée de justice vient de trancher la tête de cette femme. Quelques minutes plus tard, son cadavre sera brûlé sur un bûcher édifié avec du bois et de la paille. Cette dame, c'est Marie-Madeleine Dreux d'Aubray. Elle est marquise de Brinvilliers et avec l'aide de son amant, Godin de Sainte-Croix, elle a empoisonné un certain nombre de membres de sa famille, son père, ses 2 frères. Le scandale a éclaté en 1672, à la mort de Sainte-Croix. On a découvert des lettres, vous savez, une sorte de petite cassette dans laquelle se trouvaient des lettres compromettantes de la Brinvilliers, des livres de substances toxiques qui entraient dans la confection de certains poisons. L'affaire Brinvilliers est donc le point de départ de l'affaire, mais ce n'est que le point de départ, c'est la préface même, devrais-je dire, d'une sombre affaire, une des plus sombres de notre histoire, donc l'affaire des poisons. En effet, quelques mois plus tard, nous sommes là en février 1677, une certaine Madeleine Gueniveau, qu'on appelle Lagrange, est arrêtée. On la présente comme artiste en poison et en faisant commerce. C'est comme ça que la police la désigne. Dans son ouvrage sur la marquise de Brinvilliers, Agnès Valk nous dit « Le 5 décembre 77, le lieutenant Degré, il a arrêté la Brinvilliers, toujours aussi zélé, arrête à Paris Louis de Vanins, un officier de marine soupçonné d'avoir perpétré plusieurs crimes, dont l'empoisonnement du duc de Savoie en 1675. Il reçoit une gratification de 3000 livres, ce qui accroît encore son ardeur. D'autres arrestations se succèdent en cascade. Derrière tout cela, un homme qui est le grand personnage de cette affaire et sur lequel nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir, bien sûr, le lieutenant général de police Nicolas de Larénie. Il a un objectif, arrêter tous ces empoisonneurs, ces sorcières, ces faiseuses d'anges, ces alchimistes fabricants de poisons. Je peux vous dire que vous aurez remarqué la date. On approche de 1680, on est au moment du basculement du règne de Louis XIV, au moment de ce que Michel Foucault appelait le grand enfermement et qui est aussi un grand assainissement. Nous en reparlerons bien sûr. Qui sont les personnes arrêtées ? Il y a des prêtres apostats, comme le maître des petites écoles de la charité, des abbés qui invoquent Satan au cours de leur messe, drôle de messe me direz-vous, et qui font commerce d'hosties consacrées, qui rédigent des conjurations diaboliques, glissent sous le calice des poudres et des poisons pour les activer et obtenir la bénédiction des esprits sur les substances étranges dont on a l'intention de faire je ne sais quel usage. Je cite Jean-Christian Petit-Fils. Parmi les plus répugnantes pratiques de magie noire, on trouvait les fameuses messes
messes noires. C'était en réalité des messes consacrées à Satan, dites à rebours, car dans la conception un peu manichéenne de la religion de cette époque, Satan était considéré comme la réplique négative de Dieu. Elles étaient récitées par un prêtre sur le ventre nu de la femme qui la commandait et s'accompagnaient de profanations d'hosties et parfois de sacrifices rituels, comme l'égorgement de nouveau-nés dont on recueillait le sang dans le calice. Ah oui, non, je vous avais dit tout à l'heure, Oui, bon appétit, Anissa. Vous n'épargnez rien. Mais non. De nombreuses femmes sont arrêtées dans la foulée. L'épouse d'un tailleur pour dame, Madame Vigoureux, elle portait bien son nom. Une tireuse de cartes, Marie Bosse, veuve d'un marchand de chevaux, et devineresse, qui affirmait que sa fortune serait faite après 3 empoisonnements. Chez ces femmes, on va trouver toutes sortes de choses, de l'arsenic, de la poussière de taupe desséchée, du sang de chauve-souris, allons-y, de la poudre d'écrevisse, des rognures d'ongles, oh mon Dieu, du sang humain et de la cantharide, cette espèce de mouche, vous savez, qu'on fait sécher pour en faire une poudre dont l'usage est assez multiple. Au total, 442 personnes seront finalement arrêtées par la police. Le roi est complètement sidéré de tout ce qui se passe et en avril 1679, il crée une juridiction extraordinaire qu'on va appeler la Chambre ardente. Elle siège dans les bâtiments de l'Arsenal. Elle est composée de l'élite des membres du Conseil d'État et d'un certain nombre de magistrats parmi les plus réputés du royaume. Pourquoi Chambre ardente ? Ça vient des tribunaux chargés de juger les grands crimes et qui siégeaient dans une vaste pièce tendue de noir et éclairée à torches et flambeaux, comme on disait à l'époque, d'où l'expression chambre ardente. Un des rapporteurs de la chambre, c'est Larénie, et c'est lui qui raconte: Sa Majesté nous a recommandé la justice et notre devoir en des termes extrêmement forts et précis, et en nous remarquant qu'elle désirait de nous pour le bien public que nous pénétrassions le plus avant qu'il nous serait possible dans le malheureux commerce du poison, afin d'en couper la racine s'il était possible. Elle nous a commandé de faire une justice exacte, sans distinction de personne, de condition, ni de sexe, ce qui, à cette époque, n'est pas une évidence, semble-t-il. Les clients inculpés sont pourtant des personnalités renommées, des personnalités influentes et parfois même très influentes. On voit circuler dans toute cette affaire des noms assez inattendus. Le maréchal de Luxembourg, mais oui, et l'écrivain Racine, Madame de Poulaillon qui a envoyé Marie Bosse pour se débarrasser de son mari en lavant ses chemises à l'arsenic et en versant des drogues dans son vin, et la duchesse de Bouillon, s'il vous plaît. Bref, cette affaire des poisons commence à avoir un retentissement considérable. Madame de Sévigné, elle écrit: on est dans une agitation, on envoie aux nouvelles, on va dans les maisons pour apprendre. Les interrogatoires sont nombreux, notamment avec Catherine Dehaye, épouse d'un boutiquier ruiné, Antoine Monvoisin. Cette femme-là, on l'appelle la Voisin. Elle a été arrêtée en mars 1679. Il ne faut pas se fier à l'apparence de cette petite femme d'une quarantaine d'années au visage rouge et bouffi, qui a l'air assez ordinaire, somme toute. Elle est elle aussi devineresse, vendeuse de filtres d'amour et de poudre de succession, vous me voyez venir, et elle est avorteuse. Elle vend des enfants destinés à être égorgés pendant les messes noires, c'est en tout cas ce que l'on dit. Vous avez compris que nous sommes en train de mettre les pieds en terrain très glissant. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette femme qu'on dit devineresse ? On lui reproche de faire commerce de toutes sortes de choses illicites. Je vous ai dit, elle vend de la poudre de succession. On dit même, certains prétendent dans leurs témoignages qu'elle fournirait les fameux enfants qu'on sacrifie dans les messes noires. Vous imaginez ça ? Bref, ça fait quand même beaucoup de bruit, cette histoire. Selon son amant, qu'on surnomme le Sage, la Voisin compte dans sa clientèle un certain nombre de personnalités très importantes. Mademoiselle des Œillets, si vous voulez, qui est donc très proche du roi, qui appartient à la cour. Alors on dit simplement que la Voisin aurait lu dans les lignes de sa main, mais il y a un autre nom qui apparaît bientôt, c'est celui carrément de Madame de Montespan. Aïe, aïe, aïe. Le 2 février 1680, à 6h du soir, la Voisin est brûlée vive en place de Grève. On peut dire que c'est l'une des instigatrices de l'affaire qui meurt de cette manière et qu'on pourrait arrêter l'affaire ici. Il n'y a plus qu'à interroger, à juger, à condamner un certain nombre de complices et pourquoi pas s'en tenir là. Sauf que quelques mois plus tard, la fille de cette femme, la fille de la Voisin, Marie-Marguerite,
annonce qu'elle a des révélations à faire et des révélations qui, de nouveau, mettent en cause Madame de Montespan. Vous voyez un peu qui est Madame de Montespan, Françoise Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, une des plus grandes dames du royaume, qui est depuis 1667 la maîtresse en titre du roi. Personnalité extrêmement importante. Elle a séduit le roi par sa blondeur, par son caractère et son esprit aussi, un esprit assez extraordinaire, par ses yeux bleus aussi. Saint-Simon nous dit qu'il n'était pas possible d'avoir plus d'esprit, de fine politesse, d'expression singulière, d'éloquence, de justesse naturelle, qui lui formait comme un langage particulier, mais qui était délicieux. Ah, une de ces grandes dames, une sorte de guermantes avant l'heure, si vous voulez, qui ensorcelle tous ceux qu'elle a l'heure ou le malheur de prendre dans ses raies. Entre 1667 et 1678, n'oubliez pas que Madame de Montespan aura donné 7 enfants au roi, et que les enfants nés de cette union illégitime sont néanmoins légitimés par le Parlement de Paris. Ce qui veut dire qu'ils sont maintenant des enfants officiels, ce ne sont plus des enfants naturels du roi. Ils auraient en tout cas, là ça nous entraînerait un peu loin, mais ils pourraient même, sous certaines réserves et dans certaines conditions, avoir des droits sur la couronne. Vous imaginez un peu ça ? Quelques mois après la mort donc de la Voisin en juillet 1680, Marie-Marguerite Monvoisin révèle que peu de jours avant l'arrestation de sa mère, celle-ci s'était rendue à Saint-Germain, donc à la cour, pour remettre au roi un placet, c'est-à-dire une demande, une supplique, enduite de poison. Et on lui aurait donné pour la circonstance 100 000 écus, ce qui est une somme absolument gigantesque. 2 complices devaient entrer en contact par ailleurs avec mademoiselle de Fontanges, c'était la favorite annexe, si je puis dire, du roi, afin d'offrir à la Fontange des gants de peau empoisonnés. La jeune femme ajoute qu'elle a vu chez sa mère mademoiselle Desœillets, donc suivante de Madame de Montespan, et sa propre mère a cité à plusieurs reprises le nom donc de Madame de Montespan. Et elle ajoute même que depuis plusieurs années, sa mère et d'autres personnes, et parmi les autres personnes, elle cite le nom de l'abbé Guibourg, qui lui aussi a été arrêté de son côté. Ces gens-là auraient donné à Madame de Montespan des poudres pour l'amour. Mais d'après vous, qui devait les boire, les poudres en question, sinon le roi en personne ? Certes, en divers temps, ma mère apportait diverses poudres à Madame de Montespan, mais ce n'est point de mon fait, dit cette fille-là. La première fois que j'en portais à la dame, ce fut il y a 2 ans et demi, la dame étant venue chez ma mère, et après avoir parlé ensemble, ma mère me fit venir devant la dame et lui dit, on voit que c'est dans le texte, hein, Madame, reconnaîtrez-vous bien cette fille ? La dame dit que oui, pourvu que j'ai quelque signal. Il fut convenu ce jour-là, le jeudi, que la dame viendrait le lundi au petit père et que j'aurais un masque que j'ôterais, que je ferais semblant de cracher, etc. Enfin, vous voyez, les espèces d'histoires complètement aberrantes. Donc, on donne des aphrodisiaques à Madame de Montespan. Madame de Montespan peut-être à utiliser des onguents, des poudres, et qui sait, le poison. La fille de la Voisin affirme, la connaissance que j'ai eue des mauvais desseins contre la personne du roi vient de ce que j'en ai entendu dire à ma mère, et il était venu un temps où Madame de Montespan avait reconnu que tout ce qu'on avait fait pour elle depuis plusieurs années ne servait plus de rien. Ma mère m'a dit que la dame voulait tout porter à l'extrémité et la voulait engager à des choses où elle avait beaucoup de répugnance. Non mais vous imaginez, autrement dit, la fille de la Voisin dit que Madame de Montespan demandait à sa mère de lui fournir de quoi empoisonner le roi. Ça paraît complètement extraordinaire. Et de son côté, l'abbé Guibourg, donc cette espèce de vieil abbé là, borgne, raconte que quelques années auparavant, il a célébré plusieurs messes noires sur le corps nu d'une femme dont le visage était voilé et qu'on lui avait dit toujours être Madame de Montespan. Décidément. Incroyable. Et ça commence à faire un faisceau de convergence. Au cours de ces messes, l'abbé avait lu la conjuration « Astaroth, Asmodée, prince de l'amitié, je vous conjure d'accepter le sacrifice ». Enfin bref, on incantait à Satan. Il y avait cet enfant destiné au sacrifice qu'on tendait à l'officiant et qui égorgeait l'enfant avec un canif et qui recueillait le sang dans le calice. Une autre sorcière, alors celle-là s'appelle la Filâtre. Elle confirme les messes noires et elle révèle, sous la torture bien sûr, que c'était la procédure habituelle, la question, elle révèle que Madame de Montespan, lui, je cite, lui avait demandé de quoi faire mourir Mademoiselle de Fontanges sans qu'il y parût et aussi de quoi pour se bien remettre dans les bonnes grâces du roi. J'imagine la tête de Louis XIV découvrant sous la plume de son lieutenant général de police l'ensemble des vilainies dont je ne vous donne ici qu'un simple aperçu. Il est tout simplement
horrifié. Or, Larénie, qui fouine pas mal, qui est très doué, il faut dire, il va tomber dans les archives du Châtelet, vous savez, il tombe sur des minutes d'un procès daté de 1668, donc 12 ans avant la période qui nous intéresse. Et là, il voit que Madame de Montespan avait déjà été impliquée dans une affaire de sorcellerie et d'impiété, dans laquelle on trouve déjà le fameux Le Sage, amant de la voisin, l'abbé Mariette, qui était le complice à l'époque de ces gens-là. Les deux hommes invoquaient le diable, lisaient les évangiles sur la tête de leur cliente et faisaient passer des poudres d'amour sous le calice pendant la messe. Tout ça veut dire quand même que Madame de Montespan est donc bel et bien concernée de près par cette affaire. C'est très embarrassant pour Larénie, et que dire de Louis XIV. En octobre 1680, 1 an et demi après l'ouverture de l'affaire, ça fait 3 ans que l'affaire a commencé, mais 1 an et demi qu'on a commencé le procès, Louis XIV va suspendre les travaux de la fameuse chambre ardente. Il les suspend pendant 7 mois. Les témoignages les plus compromettants à ce moment-là sont soustraits au juge. Le roi ordonne de noter tous les faits particuliers relatifs à Madame de Montespan dans des cahiers séparés, des cahiers dont les juges ne verront même pas la couleur. Quant à Mademoiselle Desœillers, l'ancienne suivante de Madame de Montespan, elle est écartée de la cour et on s'assure bien qu'elle ne pourra plus raconter grand-chose. Finalement, le 21 juillet 82, une lettre de cachet va fermer purement et simplement cette chambre ardente. Donc là, ça fait 5 ans qu'il y a eu 5 ans d'enquête, 210 séances, 367 décrets de prise de corps, vous imaginez ça ? 104 jugements, 36 condamnations à mort, 4 condamnations en galère, 34 à des peines de bannissement ou d'amende, et il y a eu 30 acquittements. Larénie écrit à ce moment-là, il y a 147 prisonniers à la Bastille et à Vincennes. De ce nombre, il n'y en a pas un seul contre lequel il y ait des charges considérables pour empoisonnement ou pour commerce de poison et des charges avec cela contre eux pour sacrilège et impiété. La plus grande partie de ces scélérats tombe dans le cas de l'impunité. Évidemment, quand vous êtes celui qui a mené l'enquête, qui a tout fait pour faire incarcérer ces gens, c'est toujours embêtant de voir que le pouvoir s'en mêle et couvre l'affaire. Les accusés qui en savaient trop, je pense à Le Sage Guibourg, la fameuse fille voisin, etc., ont été transférés le plus loin possible en Roussillon, en Franche-Comté, à Belle-Île, enfin on ne veut plus en entendre parler bien entendu. Chacun là est attaché à la muraille, vraiment, c'est vraiment des peines de cachot. Louvois, qui est secrétaire d'État à la guerre, ordonne aux commandants et aux gouverneurs de ces forteresses de veiller à ce que l'on n'entende pas au dehors les sottises qu'ils pourraient avoir à crier tout haut. Vous voyez quand même qu'on a très peur que ces gens continuent de parler, tout simplement. Et il y en a qui vont comme ça enchaîner à leur muraille, attendre la mort pendant 40 ans. Madame de Montespan, évidemment, va subir un sort tout à fait particulier. Elle est la mère des enfants du roi. On ne peut pas la chasser de la cour, mais le roi va lui retirer sa grâce, si je puis dire. D'ailleurs, il y a un indice qui ne trompe pas, c'est qu'elle change d'appartement à Versailles, tout simplement. Elle quitte son grand appartement du premier étage pour l'ancien appartement des Bains au rez-de-chaussée du corps central. Madame de Montespan n'est plus l'étoile brillante, l'astre dominant de la cour de la nouvelle cour de Versailles, puisque très bientôt la cour va s'installer à Versailles. Celle qui va la supplanter maintenant, c'est l'ancienne gouvernante des enfants légitimés, c'est Françoise d'Aubigné, Madame de Maintenon. En 91, Madame de Montespan se retirera dans la communauté de Saint-Joseph. Elle ne viendra même pas assister au mariage de ses enfants à la cour, donc elle est vraiment sous le coup d'une sorte de mise à l'écart. Elle promena son loisir et ses inquiétudes à Bourbon, à Fontevraud, aux terres d'Antin, raconte Saint-Simon, et fut des années sans pouvoir se rendre à elle-même. Elle mourra en 1707 et 2 ans plus tard, le 13 juillet 1709, donc un mois après la mort du lieutenant de police Larénie, Louis XIV va se faire apporter une grande cassette de cuir noir clouté dont un greffier avait la garde, et dans cette cassette se trouve, je cite, plusieurs minutes d'actes faits pendant les années 1679-80 et autres années jusqu'à la séparation de la chambre de l'Arsenal, conservés par ordre exprès de Sa Majesté. Ce sont les fameux actes particuliers concernant des personnes dont on n'avait pas souhaité voir le nom cité en public, et parmi ces personnes au premier rang, bien entendu, Madame de Montespan. Devant le roi, en présence de Madame de Maintenon et du chancelier Pontchartrain, les cahiers en question vont être un à un jetés à la cheminée. 1709, Louis XIV est un monsieur très âgé. À l'époque, c'est une année terrible. On ne sait même pas ce qu'il va advenir de la France, comme par hasard. 13 juillet 1709, c'est au moment où le royaume est en très grand danger. On se demande si les coalisés ne vont pas entrer dans Paris. Donc on brûle tout ça, on ne veut pas laisser de traces. Les notes de Larénie, les analyses détaillées de l'instruction,
Tout ça va échapper aux flammes et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de parler de cette affaire. Nous allons plus loin avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Agnès Valk, elle est professeure des universités, historienne et auteure de La Marquise de Brinvilliers, parue chez Perrin. Ce que j'aimerais, si vous êtes d'accord Agnès Valk, avant de revenir dans le détail d'une affaire qui, elle, était relativement connue, même si elle est très difficile à suivre, parce qu'elle met en cause tellement de dizaines de personnes différentes, c'est revenir sur le contexte. Est-ce que ces poisons, ces empoisonnements, ces bouillons de 11 heures et autres poudres de succession étaient une chose répandue au XVIIe siècle? Oui, c'était très répandu au XVIIe siècle. C'est arrivé avec les Italiens à la cour de France au XVIe siècle. Mais je vous rassure tout de suite, ça s'arrête avec l'affaire des poisons ou quasiment. C'est-à-dire que après l'affaire des poisons, il y aura des petites affaires, mais ça n'aura rien de comparable avec la densité émotionnelle des années 1670, 1680. Tout à l'heure, j'ai fait une allusion peut-être un peu trop rapide et je m'en veux parce que ça n'avait peut-être pas beaucoup de sens sans l'expliciter. Je disais que on est comme par hasard dans ces années 1680 parce que ce milieu du règne de Louis XIV voit un basculement général de la société, des consciences, des mentalités, de la façon d'envisager les relations, de la façon d'envisager la science, la religion. Tout ça change complètement entre la première partie du règne qui est l'héritage direct des règnes précédents et la deuxième partie du règne qui met tout en ordre, si je puis dire. On a une impression de reprise en main quelque part, par l'État en fait. Voilà, bon, il y a ça, mais c'est un mouvement général dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, l'esprit scientifique est un esprit qui commence à vraiment dominer, c'est-à-dire qu'il faut administrer la preuve, il faut faire des expériences, il faut essayer de découvrir les choses. Et donc ces esprits qui sont quand même plus rationnels vont se mettre à essayer de trouver la nature, des éléments, des pierres, des substances, etc. Et en même temps, se superpose pour le public qui est un petit peu moins savant, toujours de la superstition. C'est quand même la pleine époque où on cherche la pierre philosophale. En fait, si le maréchal de Luxembourg est arrêté, c'est qu'il cherche à tout prix dans son laboratoire à trouver... Transformer le plomb en or. Ah bah oui, je sais même pas le plomb, peut-être la terre en or, je ne sais pas. Enfin bref. Et c'est ça en fait qui fait peur, parce qu'en fait tout se superpose. Quand on peut faire de l'alchimie, on peut aussi faire de la poudre de succession. Il faut aussi avoir des personnes qui vous fournissent Tout à l'heure, vous avez balayé d'un revers de main cette histoire de pesanteur sociale, mais ce qu'on appelle la poudre de succession, comme là encore comme par hasard, il faut pas oublier que l'essentiel de la fortune à l'époque est une fortune qui s'hérite, c'est-à-dire qu'il n'est quasiment pas, alors on pourrait donner quelques très beaux exemples contraires, je suis bien d'accord, mais il n'est quasiment pas possible de faire fortune au XVIIe siècle. Le seul moyen de faire fortune, c'est d'hériter la fortune en question. Donc on peut comprendre que certains aient envie de faire passer la tâtie de vie à trépas quand même. Je pense qu'il faut déjà dire qu'il y a quand même une grande partie de la population qui est hors course, parce que vraiment ils ont autre chose à faire qu'à essayer d'assassiner le papy ou la mamie. C'est en fait, je dirais, un loisir de luxe. C'est des gens déjà socialement déjà qui n'ont rien à faire, qui peuvent éventuellement se dire oui, j'ai du temps, donc je vais assassiner. Alors évidemment, ma femme, mon mari. L'affaire des poisons avec un grand A et un grand P, ça concerne la plus haute société, ça concerne carrément la cour, et même pire que la cour, ça concerne l'entourage du roi. Bon, mais avant d'entrer à la cour, disons peut-être un mot de cette affaire de la Brinvilliers, par qui tout a commencé. Disons que l'attention des pouvoirs publics a été attirée sur ces pratiques par le cas de la marquise de Brinvilliers. Voilà, exactement. C'est qu'en fait, c'est l'affaire de la marquise de Brinvilliers qui a mis au jour le fait qu'il y avait un réseau souterrain, disons, d'empoisonneurs avec pas mal de ramifications. Et l'affaire de la marquise de Brinvilliers a fait très peur au pouvoir parce que lorsqu'on a arrêté des personnes autour de la marquise de Brinvilliers, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui tentaient d'approcher le roi. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une tentative d'empoisonnement envers le roi, puisque la marquise de Brinvilliers a financé les activités de son amant qui s'appelait le chevalier de Sainte-Croix, que le chevalier de Sainte-Croix avait lui-même un valet et qu'il avait réussi à obtenir
pour se valer la charge de gobelet du roi. Et comment l'avait-il obtenu ? Voilà, on s'est dit, là, il y a peut-être quand même des liens avec des personnages importants. Oui, et surtout une charge où le valet pouvait directement apporter à la personne du roi, et le gobelet, c'est quand même servir. Comme son nom l'indique, oui. Alors bon, il s'en est fallu peut-être de peu, mais en tout cas, toutes ces personnes sont mortes. Mais finalement, le commissaire de police qui était la Reynie, plus un adjoint absolument incroyable qui s'appelle François Desgrais, qui était chevalier du guet, c'est-à-dire qui était celui qui veillait sur le sommeil des Parisiens. C'était le inspecteur de la sûreté. Inspecteur de la sûreté, voilà, vraiment un policier incroyable, avait en fait, je dirais, ses sens en alerte, les oreilles ouvertes et savait que avec la mort de Sainte-Croix, le réseau avait été désorganisé, mais se disait toujours, mais peut-être que le réseau va ressurgir. Et c'est ainsi qu'il était toujours un peu en éveil. Et il se trouve qu'1 an plus tard, l'un de ses adjoints lui dit « Oh là là, j'ai dîné chez un avocat, et puis à la fin du repas, il y a une dame assez bizarre qui s'est vantée de pouvoir devenir riche en 2 ou 3 affaires, en disant qu'elle allait pouvoir donner des substances pour faire disparaître telle ou telle personne. » Alors, n'importe qui n'aurait pas été au courant de l'affaire de la Brinvilliers ou n'aurait pas été dans les coulisses de l'affaire aurait ri. Voilà. Oui, lui, il n'a pas ri du tout. Voilà. À Paris du tout, il a envoyé la femme d'un de ses sergents auprès de cette dame. Au départ, c'était pour se faire tirer des cartes. Et puis, la 2e fois, elle a commencé à se plaindre de son mari. Et la 3e fois, elle est revenue avec un petit flacon. Je vous assure, tout le monde au Châtelet aurait pu mourir en avalant une goutte du flacon. Et c'est comme ça que les choses se sont enchaînées. J'ajoute simplement une seule chose, c'est que Desgrais était sergent pour le père de la marquise de Brinvilliers, qui était lui-même lieutenant civil du Châtelet de Paris. Et donc, il connaît l'affaire depuis le début. Il a connu personnellement la marquise de Brinvilliers. Et donc, lui, il se disait, c'est certainement pas fini. Et c'est quand même grâce à lui que Nicolas de la Reynie s'est vraiment investi pour, une fois pour toutes, mettre le réseau à bas. Alors, il y a un personnage dans cette histoire, vous venez de parler de Desgrais, très important, père et fils d'ailleurs, mais il y a un personnage qui est au cœur de l'histoire, c'est le lieutenant général de police, c'est monsieur de la Reynie, Nicolas pour les intimes. Oui. Un personnage assez étonnant qui invente la police alors moderne, en tout cas dans le sens où la police d'Ancien Régime, c'est vraiment lui qui va essayer de faire réaliser des enquêtes relativement rationnelles. Alors il a aucun moyen, cela dit, il y a très peu de monde autour de lui, il a peu de sergents de police, etc. Et à Paris, il fait tout, c'est-à-dire qu'il fait aussi bien la police de la voie publique que les affaires de famille, que les meurtres, etc. Donc c'est un personnage qui ne fait que travailler, mais qui est arrivé à mettre sur pied un système très efficace parce qu'il a des mouches et des espions partout qui lui font remonter les informations, et comme c'est un monsieur quand même très intelligent, il arrive à mettre en relation les choses. Il est un peu le cynisme en moins, le Fouché de Louis XIV, c'est le grand homme de la police. Voilà, alors il n'est pas cynique parce que justement quand cette affaire des poisons se développe, d'abord il est assez soucieux de la véracité des témoignages recueillis auprès des prévenus, et se pose par exemple la question de savoir si la torture c'est un bon moyen. Il y a des moments où il dit que non, la torture ne peut faire que dire des choses bizarres aux gens. La torture, il y a 2 tortures. On ne parle pas là des supplices punitifs, on parle de ce qu'on appelle la question judiciaire. Voilà. Cette question judiciaire, oui, elle était destinée à obtenir ce qu'on appelait la preuve pleine, c'est-à-dire les aveux de l'inculpé. Voilà. Dans une affaire classique, ça peut être très utile pour la justice de l'époque, parce que le but c'est d'avoir des aveux. Donc les aveux, le meilleur moyen encore de les obtenir, c'est la torture. Mais dans l'affaire de la Reynie, la torture devient un problème pour lui, puisque ce qu'il veut, lui, c'est avoir des renseignements exacts. Et ça change tout, bien sûr. Surtout qu'il s'aperçoit tout de même, et il le dit à un moment donné, en fait, les gens qui accusent Madame de Montespan d'avoir trempé dans l'affaire ne sont pas ceux qui ont été arrêtés au début. La voisin n'a rien dit, c'est sa fille qui tout d'un coup, alors que la voisin était morte, un an plus tard se dit « Oh !» si j'impliquais Madame de Montespan, et toutes les personnes... Ça nous sauverait tous peut-être, se dit-elle. Exactement, mais de toute façon, ça les a sauvés. Toutes les personnes qui ont parlé de Madame de Montespan, toutes ont été internées et ne sont pas passées sur le bûcher. La Reynie était un homme dévoué, un homme de qualité. Il invente un certain nombre de méthodes de police, il faut le dire. Voilà le portrait qu'en brosse Saint-Simon dans ses célèbres mémoires.
La Reynie, conseiller d'État si connu pour avoir tiré le premier la charge de lieutenant de police de son bas état naturel pour en faire une sorte de ministère, est fort important par la confiance directe du roi, les relations continuelles avec la cour et le nombre de choses dont il se mêle, et où il peut servir ou nuire infiniment aux gens les plus considérables et en 1000 manières, obtint enfin, à 80 ans, la permission de quitter un si pénible emploi qu'il avait le premier ennobli par l'équité, la modestie et le désintéressement. Louis XIV l'a utilisé jusqu'au bout, si je puis dire. Il lui a donné la retraite à 80 ans. Ah oui, il a tout utilisé parce qu'en plus la Reynie était quasiment pas payée, donc c'était sur sa fortune personnelle qu'il a administré ce ministère. Et alors il avait une grosse difficulté, c'est qu'il était directement sous la coupe de deux rivaux qui étaient Louvois et Colbert. Et voilà. Doit travailler en plus avec deux instances très particulières. D'une part, la fameuse chambre ardente, oui. Qui est composée de magistrats dont le principe même est d'essayer d'aller vite puisqu'ils sont nommés pour une affaire spéciale. Et puis d'autre part, il travaille avec les fameuses lettres de cachet, c'est-à-dire qu'il a des lettres en blanc du roi, signées, enfin pas comme plutôt signées mais en blanc, voilà, voilà, et qui donc permettent d'arrêter qui l'on veut et de les coller dans les prisons d'État. Alors il y a deux grandes prisons dans cette affaire des poisons. Bien sûr la Bastille, mais surtout Vincennes en fait. Oui, alors il n'y a pas de peine de prison à l'époque réellement. C'est donc la prison, ça n'existe pas. Donc la prison, c'est simplement en préventive. Pas en préventive, c'est on essaye de faire parler les accusés et on essaie de recouper les témoignages. Parce qu'en fait, on fait tout par recoupement de témoignages. Et c'est là qu'il va assez vite découvrir qu'il y a plein d'incohérences dans les témoignages des uns et des autres. Et donc ça rend sa tâche très malaisée. Il s'en ouvre plusieurs fois à Louis XIV parce que c'est un homme scrupuleux qui veut faire les choses bien. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques années, on décide d'arrêter quasiment la chambre ardente avant même qu'elle ait rendu des jugements. On imagine toujours que Louis XIV a, dans la décision qu'il a prise, fait valoir d'abord la présence sinon dans les accusés, mais en tout cas dans les personnes citées, de sa favorite, qui plus est, mère des enfants légitimés. Oui, bon. Oui, mais il y a aussi peut-être la grande conscience que Louis XIV pouvait avoir de l'utilisation, on dirait aujourd'hui c'est très à la mode, l'instrumentalisation de cette affaire par deux hommes politiques, alors d'un cynisme et d'une mauvaise foi absolue, que sont donc Colbert et Louvois, qui essaient de se nuire mutuellement par accusé interposé. Louis XIV en est conscient de ça, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement sa maîtresse en titre, mais contrairement à ce que dit la fille de la voisin, en réalité, au moment où Madame de Montespan est accusée pour des faits qu'on lui reproche, elle n'était déjà plus la maîtresse du roi, mais ça, personne ne pouvait le savoir. Donc, il y a là un décalage et c'est absolument incohérent, mais ça, la Reynie peut le savoir. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, il y a la comtesse de Soissons, qui est quand même le premier amour de Louis XIV, qui est aussi accusée. Il y a tout un tas de dames dans l'entourage de la cour qui sont aussi accusées. Donc, il faut effectivement, à un moment donné, faire cesser une affaire qui est une affaire politique, voilà, et dont on ne saura jamais réellement. On a bien compris que le nom, là, il a été déjà cité 4 ou 5 fois depuis le début de notre échange. Il faut que nous venions à elle, parce qu'il est évident que sans ce nom-là, l'affaire des poisons n'aurait sûrement pas eu le retentissement qu'elle a eu à l'époque. Et alors ne parlons pas d'aujourd'hui, on n'en parlerait tout simplement plus du tout aujourd'hui. C'est Madame de Montespan. Alors oui ou non, a-t-elle été coupable de ce dont on l'accuse? C'est magnifique l'affaire des poisons, parce que en fait on se rend compte que c'est une affaire très complexe, que le lieutenant de police lui-même, alors qu'il disposait de tous les éléments, n'était pas capable toujours de démêler jusqu'à son terme. Donc ça devrait être une affaire impossible, et néanmoins elle continue de fasciner les gens, parce qu'il y a là 3 ingrédients extraordinaires. D'abord, on joue avec la vie et la mort, et avec une forme de satanisme aussi, on va y venir, un certain nombre de pratiques qui étaient des pratiques occultes. Deuxièmement, c'est une question de pouvoir, puisqu'on est très près du roi. C'est la femme la plus proche du roi en personne qui se trouve impliquée dans l'affaire. Et puis troisième aspect, qu'il ne faut jamais négliger, la dimension plus sensuelle, plus amoureuse aussi, parce que tous les poisons ne sont pas destinés à tuer. Certains sont simplement des filtres d'amour, ne l'oublions pas. Évidemment, ce mot latin signifie poison, mais il a également d'autres significations, puisqu'on peut y trouver à la fois le venin, le filtre d'amour que vous venez d'évoquer, la substance qui peut tuer,
mais également celle qui peut guérir. On n'est pas loin du pharmacone. Après, ça dépend de la dose prescrite, n'est-ce pas? La même substance, à petite dose peut guérir et à forte dose, vous expédiez ad patres. Effectivement, le poison, on le retrouve dans l'histoire. On le retrouve également dans la nature, à travers les venins et les toxines. Et les collections de sciences naturelles du musée s'y prêtent là aussi parfaitement. Et évidemment, le poison, c'est aussi ses utilisations, et notamment en tant que flèche empoisonnée, arme empoisonnée. Et là aussi, les collections du musée des Confluents s'y prêtent avec une... C'est assez intéressant, le poison, parce qu'on se rend compte que finalement, ça nous entraîne dans toutes sortes de domaines. Effectivement, dans le monde de la science, de l'apothicarie, de la gestion des plantes, etc. Mais aussi dans le monde de la croyance et même de certaines croyances dangereuses. Ça nous ramène très loin en arrière, au poison de l'Antiquité. Et puis ça a un côté aussi extrêmement actuel, puisque on passe son temps à dire que nous sommes empoisonnés et que nous fabriquons, nous, notre propre poison. C'est ce que disent les gens qui accusent nos sociétés de nous empoisonner, mais ce qui est vrai, d'une certaine manière. Donc, c'est un sujet beaucoup plus présent dans nos vies et dans nos inconscients que ce qu'on pourrait croire, en fait. Oui, il est parfaitement pluridisciplinaire, et ce sont ces différents visages du poison que nous souhaitons traiter dans l'exposition. Avec, vous avez fait de la mise en scène, etc. Moi, je l'ai pas visité, l'exposition, donc je peux me permettre de vous poser des questions naïves, là, sur le sujet. Il y a une scénographie très adaptée et assez intrigante aussi, parce que forcément, ce thème fait naître dans notre imagination des tas d'images, à la fois les empoisonneurs, les empoisonnés, et ça c'est effectivement ce dont on traite dans une première partie qui est assez historique. Historique, oui. Elle nous va très bien, cette partie. Et on remonte là effectivement à la mythologie aussi, à travers des personnages féminins ambigus tels que Médée et Circé, qui sont à l'image du poison, qui peuvent tuer, droguer, ensorceler, guérir, séduire, et qui vont en fait ancrer cette représentation féminine du poison pour... C'est-à-dire que là, lorsqu'on parle de mythologie et de poisons antiques, on n'est jamais très loin de la magie, en fait. Il est très difficile de distinguer ce qui appartient à la substance elle-même ou ce qui appartient au pouvoir que lui confère la magie. Les filtres, notamment quand on parlait tout à l'heure des filtres d'amour, de tous ces filtres qui sont soit positifs soit négatifs, sont en quelque sorte le prolongement du pouvoir des dieux. Il y a cette dimension-là, une dimension magique. Oui, et une très bonne connaissance des plantes également, puisque très très tôt dans l'histoire, on apprend à découvrir quelles sont les plantes qui peuvent être bénéfiques, celles qui peuvent également tuer. Et c'est cette connaissance aussi que l'on retrouve à travers l'histoire de la pharmacopée, en parallèle de cette histoire des poisons. Les deux sont liés en fait. Alors un de mes maîtres dans le domaine de la réflexion, il s'appelle Hercule Poirot, considère que le poison est une arme féminine. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est l'arme spécifique des femmes, le poison, dans l'histoire? Elle y est associée en fait, justement à travers cette image de séduction, de perfidie, le fait que... Ça ne demande aucune force physique déjà, l'utilisation du poison. À la différence justement du poignard, glaive, du poignard, où là effectivement on a besoin de force physique. Le poison c'est quelque chose de plus discret, de plus subtil, qui peut agir aussi dans le temps, pas forcément lentement et très lentement. Et c'est vrai que toutes ces images ont été associées à celles de la femme. Il faut dire aussi que le poison est régulièrement introduit dans les mets que l'on consomme, dans la cuisine en fait, dans les boissons. Faites par les femmes. Souvent en tout cas, à cette époque du moins. Oui, bien sûr, oui. Mais ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, on dit qu'il y a plus de femmes empoisonneuses que d'hommes. Mais par exemple, au XVIIe siècle, on dit qu'il y a plus de sorcières que de sorciers. Or, en fait, l'inverse est plutôt vrai. En tout cas, il y a autant de sorciers que de sorcières, mais on ne garde que la figure féminine parce que il est étonnant qu'une femme soit criminelle alors que c'est la femme qui donne la vie. Il est étonnant qu'une femme cherche à faire mourir des personnes, et comme elle n'a pas la force physique, elle va le faire de manière rusée, et c'est cette ruse, cette ingéniosité féminine perverse qui fascine. Je pense que c'est vraiment ça qui est le plus fascinant, c'est que le poison finalement c'est l'arme des faibles et c'est l'arme des vicieux, et donc il y a toute une partie de l'ombre. Du temps long, et donc il y a toute une partie de personnes qui sont très contentes que les femmes soient définies par leurs aspects sombres.